Chapitre 4. Les enfants recopièrent sur une feuille de papier la recette de la puttanesca, et la juge les accompagna au marché pour acheter les ingrédients nécessaires. Un marchand ambulant leur fit déguster toutes sortes d'olives, et ils choisirent leurs préférées. Une vendeuse de pâtes fraîches leur montra des nouilles d'au moins 100 variétés différentes. Ils choisirent le modèle de la forme la plus intéressante, et demandèrent la quantité voulue pour 13 personnes, les 10 convives annoncés plus eux 3. Enfin, dans une grande épicerie, ils achetèrent le reste des produits, de l'ail frais, petit bulbe blanc à saveur piquante, des anchois, sorte de poisson ruban très salé, des capres, qui sont les fleurs en bouton exquises après un petit séjour dans le vinaigre, du persil pas frisé, le meilleur, et enfin des tomates, qui sont en fait des fruits, tout comme les cerises et les fraises. Puis ils se dirent qu'un dessert était sans doute conseillé, et ils achetèrent 4 sachets d'un entremets en poudre, facile à préparer. Savait-on jamais? S'ils servaient un repas divin, peut-être le comte Olaf en deviendrait-il plus tendre. Merci infiniment pour votre aide, dit Violette à la juge au moment de la quitter. Sans vous, je me demande ce que nous aurions fait. Oh, vous me semblez plein d'imagination, répondit la juge. Vous auriez déniché une solution, j'en suis sûre. Malgré tout, je persiste à trouver bizarre que le comte vous ait demandé de préparer pareil repas. Bien, nous y voilà. Je cours rentrer mes provisions. Il est temps que je file à la haute cour. Bon courage à tous trois, et revenez bien vite emprunter de mes livres. Demain hasarda Klaus très vite. On pourrait revenir demain? Et pourquoi pas? Dit la juge avec un sourire. Je ne sais comment vous remercier, hésita Violette. Depuis la mort de leurs parents, et plus encore depuis que le comte les traitait si durement, les 3 enfants ne savaient plus ce qu'était la générosité. Qui pouvait dire si l'on n'attendait rien d'eux en retour? Demain, promit Violette, si vous le voulez bien, nous ferons quelques petits travaux pour vous, Klaus et moi, avant de regarder vos livres. Ce sera avec plaisir. Pruny est trop jeune encore, bien sûr, mais nous lui trouverons bien un petit quelque chose à faire pour se rendre utile. La juge Abbott sourit aux 3 enfants, d'un sourire infiniment triste. Elle effleura d'une main les cheveux de Violette, et Violette en eut chaud au cœur pour la première fois depuis des semaines. Des petits travaux? Dit la juge. Oh, ce n'est pas la peine. Vous serez toujours les bienvenus chez moi. Et elle se détourna pour rentrer chez elle. Les enfants la suivirent des yeux, puis ils rentrèrent à leur tour. Tout l'après-midi, Violette, Klaus et Pruny s'employèrent à préparer la fameuse puttanesca. Violette fit sauter l'ail dans l'huile, elle dessala les anchois, les débarrassa de leurs arêtes, les coupa en petits morceaux. Klaus pela les tomates et dénoyautta les olives. Pendant ce temps, munie d'une cuillère de bois, Pruny tapait sur une casserole en chantant un air de son invention, quelque peu répétitif. Pour la première fois depuis des jours, les 3 enfants oubliaient presque leur malheur. Les odeurs de cuisine qui mijotent ont des vertus réconfortantes, et la sauce qui frémissait, terme culinaire signifiant qu'elle bouillait à peine, rendait presque chaleureuse la lugubre maison du comte. Les orphelins se mirent à évoquer d'heureux souvenirs du temps passé, puis à parler de la juge Abbott, cette voisine fée chez laquelle ils comptaient bien passer de longues heures, dans la bibliothèque surtout. Toujours devisant, ils passèrent à la préparation de l'entremets, sans oublier de le goûter. Il était au chocolat, et pas mauvais du tout, ma foi. À peine avaient-ils mis l'entremets au frigo qu'ils entendirent la porte d'entrée s'ouvrir à grand bruit. Inutile de préciser qui venait d'arriver. « Les orphelins !» appela le comte de sa voix enrouée. « Où êtes-vous, les orphelins ?»« À la cuisine, comte Olaf, » répondit Klaus. « On a juste fini de préparer le dîner. »« Fini? Je l'espère bien, » dit le comte, et il surgit en trombe, ses petits yeux jetant des étincelles. « Ma troupe arrive dans moins d'1 minute, et tout le monde meurt de faim. Où est le rôti de bœuf ?»« Ce n'est pas du rôti de bœuf, dit Violette, c'est de la puttanesca. Des pâtes à la puttanesca. »« Quoi ?» mugit le comte Olaf. « Pas de rôti de bœuf ? Vous n'avez jamais dit que vous vouliez du rôti, dit Klaus. Le comte s'approcha des enfants avec une sorte de pas chassé. Il semblait encore plus grand que d'ordinaire. Ses yeux se firent luisants comme des braises, et ses sourcils soudés s'envolèrent furibonds. « Enfant Baudelaire, en acceptant de vous adopter, je suis devenu votre père. Comme tel, j'ai droit au respect. Je vous ordonne de nous servir du rôti de bœuf, un point, c'est tout. »« Mais nous n'en avons pas, s'affola Violette. Nous avons fait de la puttanesca. »
Non, non et non, cria soudain Prunille sans prévenir de sa petite voix flûtée. Le comte Olaf baissa les yeux vers ce fétu de fille qui venait de donner de la voix si brusquement. Avec un rugissement de fauve, il l'empoigna d'une main osseuse et la souleva à hauteur de ses yeux. Comme de juste, Prunille épouvantée se mit à hurler à plein poumon, sans même essayer de mordre cette grande main. « Espèce de brute !» s'écria Klaus bondissant en avant. « Remettez-la par terre, tout de suite !» Et il tenta d'arracher sa sœur aux griffes de son ravisseur, mais elle était hors de sa portée. Le comte Olaf toisa le garçon avec un sourire de crocodile, soulevant plus haut encore la petite qui vagissait à tue-tête. Il semblait prêt à la laisser choir de toute sa hauteur lorsque des rires éclatèrent dans l'entrée. « Olaf, ouh! Où es-tu, Olaf ?» Le comte s'immobilisa, tenant toujours Prunille dans les airs, et une partie de sa troupe envahit la cuisine, petit assortiment de personnages insolites de toutes les formes et de toutes les dimensions. Il y avait là un chauve au nez interminable, drapé dans une longue tunique noire. Il y avait 2 femmes au visage si poudré de blanc qu'on les aurait prises pour des fantômes. Derrière elles avançait un grand diable aux bras très longs, très maigres, avec des crochets à la place des mains, suivi d'une créature si obèse qu'elle ne semblait ni homme ni femme. Et derrière encore, dans l'embrasure de la porte, se bousculait une petite cohorte disparate, que les enfants distinguaient mal mais qui n'avait rien de plus rassurant. « Ah, te voilà, Olaf !» s'écria l'une des dames enfarinées. « Mais que diantre fais-tu » ?»« J'essaie d'éduquer un peu ces drôles. Je leur ai demandé de nous préparer à dîner, et vous savez ce qu'ils ont fait ? Rien qu'une platée de nouilles et une sauce innommable. »« Les gosses, faut leur serrer la vis, » approuva le diable au crochet. « Qu'ils sachent qui est le maître, un peu. » Le chauve cligna des yeux vers le trio Baudelaire. « C'est-y ces gosses conçus d'or que tu me disais, Olaf ?»« Oui, grommela le comte. Des petits morveux, si exécrables que j'ose à peine les toucher. » Et il redéposa par terre, comme un paquet de linge sale, Prunille qui s'égosillait toujours. Violette et Klaus respirèrent, au moins ils ne l'avaient pas laissé choir sur le carrelage. « À ta place, je mettrais des gants, » commenta quelqu'un à la porte. Le comte Olaf s'épousseta les mains comme s'il venait de toucher quelque odieuse vermine au lieu d'un bébé frais et rose. « Assez parlé, dit-il. Passons à table. Pas grand-chose d'autre à faire, je pense, même s'ils n'ont rien cuisiné de bon. Venez, que je nous serve à boire. D'ici à ce que ces braillards nous servent, on devrait tous être assez pompettes pour oublier qu'il n'y a pas de rôti. Hurrah !» approuvèrent ses comparses. Et toute la troupe, sur ses talons, déserta la cuisine sans un regard pour les enfants, à l'exception du chauve qui se planta devant Violette et la regarda dans les yeux. « Tu es bien mignonne, toi, petite, » dit-il en lui prenant le visage entre ses mains calleuses. « À ta place, je ferais attention à ne pas déplaire au comte Olaf. Ce serait trop dommage de le voir démolir un si joli minois. » Violette réprima un frisson. Le chauve gloussa tout bas et la lâcha pour suivre le mouvement. À nouveau seuls, les enfants restèrent figés un instant, le cœur tambourinant comme après un 100 mètres. Prunille continuait de hurler à tue-tête et Klaus s'avisa soudain qu'il avait les yeux embués. Seule Violette ne pleurait pas, mais elle tremblait de tous ses membres, tant de dégoût que d'effroi. Durant de longues minutes, aucun d'eux ne souffla mot. « C'est horrible, trop horrible, » finit par articuler Klaus. « Violette, oh Violette, que faire ?»« Aucune idée, » souffla Violette. « J'ai peur. »« Moi aussi, » dit Klaus. « Oux !» fit Prunille, et elle cessa de pleurer. Alors, un cri monta dans la pièce voisine. « À manger! À manger !» Et toute la troupe se mit à frapper sur la table en cadence, ce qui est de la dernière impolitesse. « On ferait mieux de servir cette puttanesca, » dit Klaus. « Sinon, va savoir de quoi le comte est capable. » Violette se souvint des mots du chauve, démolir un si joli minois, et elle acquiesça en silence. Tous deux se tournèrent vers le grand fétou frémissant de sauce, si amical, si réjouissant tout au long de l'après-midi. À présent, on aurait dit un horrible chaudron de sang. Alors, stoïquement, laissant Prunille à la cuisine, ils firent leur entrée dans la salle à manger, Klaus portant un grand plat empli des pâtes aux formes intéressantes, et Violette le fétou de sauce puttanesca, avec une énorme louche pour le service. Les acteurs jasaient à qui mieux mieux, levaient le coude, vidaient leurs verres, indifférents aux orphelins qui faisaient le tour de la table et emplissaient leur assiette.
Violette eut bientôt mal au poignet à manier cette énorme louche. Elle aurait volontiers changé de main, mais comme elle était droitière, elle craignait de commettre une maladresse et de raviver la fureur du comte. Au moment de servir ce dernier, elle se prit à regretter de n'avoir pas songé à faire l'emplette d'un quelconque poison au marché pour le glisser dans sa sauce. Le service achevé, Klaus et Violette regagnèrent discrètement la cuisine, et, sur fond de gros rires venus de la salle à manger, ils s'attablèrent devant leur propre puttanesca, mais le cœur n'y était pas. Peu après, la tablée du comte se remit à frapper en cadence pour réclamer la suite, et les orphelins retournèrent changer les assiettes et servir le flan au chocolat. À ce stade, il était clair que le comte et ses invités avaient bu sans modération. Les épaules s'affaissaient, les langues se faisaient pâteuses. Pour finir, malgré tout, tout ce monde-là parvint à se lever de table, et tramant les pieds, se mit en marche vers l'entrée sans un coup d'œil pour les enfants derrière leur monceau de vaisselle sale. Le comte parcourut des yeux ce souk qu'était la cuisine. « Bien, dit-il. Comme il vous reste à tout remettre en ordre, pour ce soir je vous dispense d'assister à la représentation. Mais je vous préviens, la vaisselle faite, vous montez directement vous coucher. Gare si je reviens à l'improviste et que vous n'êtes pas dans vos lits. » Jusqu'alors, Klaus, dents serrées, n'avait pas bronché. Mais la dernière menace le fit éclater. « Dans nos lits! Dans nos lits! Il faudra en avoir des lits. Vous ne nous en avez donné qu'un pour 3. » Les visiteurs s'arrêtèrent net et se tournèrent vers le comte Olaf pour observer sa réaction. Le comte leva son sourcil unique et ses yeux étincelèrent, mais il répondit d'un ton égal. « Si vous désirez d'autres lits, il ne tient qu'à vous d'aller en ville vous en acheter. »« Nous n'avons pas un sou, dit Klaus, et vous le savez très bien. »« Pas un sou, répondit le comte, et sa voix monta. Bien sûr que si vous avez des sous, vous en avez même beaucoup. Vous êtes les héritiers d'une immense fortune. » Cette fortune, répliqua Klaus en s'efforçant de retrouver les termes mêmes de M. Pau. Cette fortune, nul ne peut y toucher avant la majorité de Violette. Le comte Olaf vira au rouge betterave. Durant près d'une minute, il parut cloué sur place. Puis, sans prévenir, il leva le bras et décocha à Klaus une torgnole magistrale. Klaus se retrouva par terre, le nez au ras de l'œil tatoué sur la cheville crayeuse. Dans le choc, ses lunettes avaient sauté à l'autre bout de la pièce. Sa joue gauche était en feu. Les acolytes du comte ricanaient, certains même applaudissaient. « Venez donc, leur dit le comte. Pas la peine de nous mettre en retard pour cette vermine. »« T'en fais pas, Olaf, conclut le diable au crochet. On te connaît. La fortune Baudelaire, tu trouveras le moyen de mettre la main dessus. »« On verra, dit le comte. Mais son regard scintillait, à croire qu'il avait déjà son idée. La porte d'entrée claqua. Les enfants étaient de nouveau seuls. Violette s'agenouilla près de son frère, le serra contre elle pour le réconforter. Prunille rampa jusqu'à ses lunettes, les prit dans sa petite main et les lui rapporta, toutes poisseuses mais intactes. Klaus se mit à sangloter, moins de douleur que de rage. Violette et Prunille joignirent leurs larmes aux siennes, et c'est en pleurant que les enfants Baudelaire firent la vaisselle, en pleurant qu'ils soufflèrent les bougies de la salle à manger, en pleurant qu'ils enfilèrent leurs chemises de nuit râpeuses et s'allongèrent pour la nuit. Klaus sur le lit grumeleux, Violette à même le plancher, Prunille dans son petit nid de vieux rideaux. La lune glissa ses rayons par les carreaux fêlés, et si quelque montant-l'air avait collé le nez à la fenêtre des orphelins, il aurait pu voir 3 enfants pleurer tout doux, sans bruit, tout au long de la nuit.